Bonsoir à tous et bienvenue. La France acte la fin du franc CFA en faveur de l'ECO, la nouvelle monnaie de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA qui doit entrer en vigueur en 2020. Le gouvernement français a adopté le projet de loi ce 20 mai lors de son conseil des ministres. Nous y reviendrons avec Amadou Moustapha Dian, trame familiale à Bukot, Ziguinchor. Un homme âgé de 22 ans a mortellement poignardé son demi-frère, le présumé meurtrier, en fuite et activement recherché par la police. Et puis affrontement entre conducteurs de mototaxi Jakarta et forces de l'ordre à Tambacounda, à Thiès. Le bureau de la Fédération nationale appelle au calme et à la concertation dans la gestion de cette pandémie qui affecte des milliers de pères de famille à Tamba. Les chauffeurs menacent aussi d'ouvrir à nouveau les gares routières pour des problèmes de survie. La contestation risque de prendre de grandes proportions. À Dakar, l'activité reprend timidement après l'assouplissement des restrictions dans le transport urbain. Le Sénégal est à 2714 cas, dont 1186 guéris, avec 14 cas communautaires déclarés ce jour sur 96 nouveaux cas de Covid-19. Journée mondiale des abeilles ce 20 mai. En secteur mal exploité, et les apiculteurs ont beaucoup de difficultés liées aux coups forestiers et au saccage des ruches par des voleurs. Vous entendrez le plaidoyer fait par un colonel à la retraite. Info Éco avec Hapsa Ilimanouane complète ce journal mis en onde par Hassan John. La France acte la fin du franc CFA en faveur de l'ECO, la nouvelle monnaie de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA qui doit entrer en vigueur en 2020. Le gouvernement français a adopté ce projet de loi ce 20 mai lors de son conseil des ministres. Toutefois, la parité fixe est maintenue même si le texte concerne la fin de la centralisation des réserves africaines de change auprès du Trésor français. Plus de détails avec Amadou Moustapha Dian. Ce projet de loi entériné par le gouvernement français marque la fin symbolique du franc CFA. Il a été adopté ce mercredi 20 mai en Conseil des ministres. Un texte très attendu par les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, a annoncé la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui a même commenté que cette fin symbolique devrait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et l'Afrique et écrire une nouvelle page de notre histoire. Ce texte valide ainsi la transformation du franc CFA qui deviendra l'ECO, toutefois en maintenant la parité fixe avec l'ECO, ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français, conformément à l'accord conclu fin décembre entre la France et les États de l'Union monétaire ouest-africaine qui s'étaient réunis en Côte d'Ivoire. La réforme a été négociée tout au long du second semestre 2019 entre la France et les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Un projet qui tout de même peut rassurer les milliers d'affaires, mais qui agace les partisans d'une rupture totale et d'une émancipation monétaire complète de l'Afrique occidentale. Ce franc CFA qui a été longtemps considéré comme un vestige de la France-Afrique. La fin d'un symbole ne signifie pas la fin des relations spéciales que Paris souhaite préserver avec ses partenaires africains, surtout dans le domaine monétaire et économique. Trame familiale au quartier Bukot, c'est à Ziguinchor. Un homme âgé de 22 ans a mortellement poignardé son demi-frère, le présumé meurtrier. Et en fuite, la police a ouvert une enquête. Correspondance Ignace Ndeye. C'est la consternation et la tristesse chez la famille Badji, ici au quartier Bukot, ici à Ziguinchor. Une banale dispute a viré hier mardi au tram. Amadou Khalid Badji, 37 ans, a été mortellement poignardé par son cousin, le nommé Souleymane Badji, dit Lambo. Le présumé meurtrier s'est évaporé dans la nature aussitôt après avoir commis son acte. Un drame qui a ému toute la famille Badji à Bukot. Abourama Bruno Badji, cousin de la victime et du meurtrier, témoigne. C'est juste après la coupure du jeûne, j'ai entendu des cris, je pensais même que c'était ma grand-mère qui alitait, mais non, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était mon frère qui gisait dans du sang. Et puis il a été poignardé, et puis mon jeune frère, l'a poignardé avec une corne, et là je l'ai vu. C'est juste quand mon grand frère l'a appelé pour le raisonner, parce
parce que lui également, il excelle souvent dans du vol, il fume, il prend des stupéfiants. Quand il a essayé de le raisonner pour rendre les canettes qu'il a prises, et c'est en ce moment que tout est arrivé, que ce drame est arrivé. Une enquête est ouverte par la police pour élucider ce meurtre qui défraie en ce moment la chronique au quartier Bukot à Ziguinchor. Le présumé meurtrier, Souleymane Badji dit Lambo, toujours en cavale. La police est sur ses traces. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, affrontement entre conducteurs de taxi Jakarta et forces de l'ordre à Tambacounda. Le bureau de la Fédération nationale réunie ce mercredi à Thiès appelle au calme et privilégie la concertation pour des solutions rapides dans ce contexte d'épidémie qui affecte des milliers de pères de famille. Correspondance Babacar Ndao. La Fédération nationale des vélotaxis Jakarta du Sénégal regrette les incidents de Tambacounda et invite au calme. Hassan Digal est le chargé de communication de la structure. Nous savons que ce n'est pas facile de rester des mois sans travailler, sans rien faire. Et au niveau de toutes les régions du Sénégal, c'est très difficile. Les Jakartamans souffrent à 100%, mais on les demande de se calmer actuellement. Selon le manager de cette fédération, ces affrontements sont à éviter et Mamadou Clédor Fall d'inviter l'État à plus d'attention à ces milliers de pères de famille qui s'attirent dans le secteur des 2 roues. Je lance un appel à la population de Tamba et à tous les conducteurs de vélo-taxi Jakarta de revenir au calme. J'invite aussi l'État du Sénégal à se rapprocher auprès du président de la fédération, Samba Koumba, qui est le président, de faire des pourparlers pour voir quels sont les débuts de solution pour aider cette jeunesse, cette noble jeunesse. Certes, c'est dur. Rester 2 à 3 mois sans travailler, c'est des pères de famille. Comme l'État l'a fait avec les taximans, avec les bus, l'État peut bel et bien le faire avec les conducteurs de Jakarta. Pour ainsi mieux arrondir les angles, le bureau de la Fédération nationale des vélotaxis Jakarta du Sénégal réuni à Thiès invite ces différentes cellules à se rapprocher des autorités locales et d'aller vers les gouverneurs des régions. Discuter avec les gouverneurs des régions et les préfets pour au moins qu'on puisse laisser les Jakarta faire leur boulot tranquillement. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Babacar Ndao, à Tambacounda, des chauffeurs menacent d'ouvrir à nouveau les gares routières. C'est un problème de survie qui risque d'engendrer une contestation beaucoup plus importante. Les populations font face à beaucoup de problèmes. Il y a 2 poids, 2 mesures, autant de raisons qui poussent les populations à réagir selon la directrice de l'Institut du genre et de la famille, Fatou Sossar, au micro de El Hadj Malick Ndiaye. C'est le problème de survie. Les gens ont besoin de trouver des ressources pour leur famille. Donc on peut comprendre l'attitude des jeunes qui sont dans ce secteur d'activité, mais tout en acceptant aussi que le Covid, c'est la circulation et que les Jakarta, comme d'autres secteurs dans la circulation, doivent aussi être gérés. Le plus important, c'est de voir aussi dans cette contestation sourde, passive au départ, nous le disions, on risque d'aller vers des contestations beaucoup plus élevées parce que les populations sont face à des problèmes de survie. Mais deuxièmement, c'est aussi la manière dont politiquement on gère cette question. Parfois, les populations dans certaines localités voient qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Ils voient que des personnes disposent de moyens de circuler sans qu'on leur explique clairement pourquoi. C'est juste une élite qui a la possibilité d'avoir des autorisations. C'est comme ça que beaucoup l'ont perçu. Et il faut aussi voir la contradiction dans les décisions prises. Un jour, on vous dit qu'on accepte que les gens sortent pour aller dans leur famille pour la Korité. Et le lendemain, on vous dit qu'on a arrêté. Il y a un besoin d'expliquer aux populations davantage, à mon avis, quelles sont les raisons qui les motivent et d'essayer de les convaincre. Et il faut aller vers des rapports de communication ou essayer de convaincre plutôt que d'imposer des décisions qui peut-être peuvent être tout à fait justifiées, mais mal comprises par les populations. Et donc là, on est face à une contradiction, un problème entre vivre ou se confiner et mourir de faim. Pas exactement, mais en tout cas vivre sans revenu ou aller trouver des moyens pour sa propre survie. Dans tous les 2 cas, on est dans des luttes de survie face au Covid ou face aux besoins de prendre en charge sa propre famille.
Madame Fatou Sossar, que vous entendrez en fin d'édition, elle sera notre invitée. Avec l'assouplissement des restrictions dans le transport urbain. Les bus, minibus, cars rapides Ndiagandiaï peuvent prendre autant de passagers que de places assises. Pour les taxis et autres, le nombre de passagers autorisés est de 4 avec le chauffeur. L'annonce relance ainsi les taxis clando de Ouakam. L'activité reprend timidement, nous dit Aïssatou Gaïba. Les activités reprennent timidement pour les conducteurs de clando. Après quelques semaines de stationnement de leurs véhicules dans des garages imposés par la mairie, toujours est-il que certains d'entre eux bravaient les interdits en empruntant des chemins inhabituels et pas connus des forces de l'ordre. Les mesures d'assouplissement du chef de l'État en ce qui concerne le transport terrestre a redonné une fougue aux activités qui manquaient à ses conducteurs et apprentis. C'est que l'État me reprendre lundi. mooy ko dañoo dégg ni toog nañ suivre information yi ñu wax ne carrément oto yi mën nañ daw yëpp nombre normal. Ici à Ouakam, le redémarrage des activités n'est pas encore totalement effectif. Sur 45 clando 6 au total, seuls les 11 ont repris la route. boo ko doon xayma waroon na mat ay 30 45 war na ko ëpp sax. instant bii nii 11 oto ñoo. maanaam donc effectif bi dafa wàññeeku daal. dafa wàññeeku bu baax parce que ñu bëri bi affaire yi soog a am noonu tamit dañoo profité dem seen kër dem seen dëkk am na ñoo xam ne tamit dëkkuñu 2 mois bi ñu affaire bi amee ba léegi ñu ngi gaar si oto yi démb la ñu soog a tam loolu taw. Mohamed Lamine Diouf poireaute sur les allées de la pharmacie Cité Avion depuis 15 minutes déjà. Moi, depuis que je suis là, vous voyez, ça fait maintenant 15 minutes que je suis assis ici, mais je n'ai pas eu de clando. Avant de voir un clando. Voilà, il y a un qui vient d'arriver. La reprise des activités est une bonne chose selon lui. Les clients en avaient bien besoin. Et vous trouvez ça bien? Évidemment, parce que maintenant, vous savez, quand il y a beaucoup plus de voitures qui circulent, donc là, les clients ils trouvent leur compte. Donc vous trouvez votre compte maintenant qu'ils ont repris les activités? Oh, bien sûr, peut-être pas moi personnellement, mais beaucoup de gens quand même. Un travail au ralenti. Le peu de clients que ces conducteurs voient ne rend pas la tâche facile. Des allers-retours entre Ouakam et Liberty 6 avec seulement quelques clients à bord. Ils arrivent juste à décaisser une économie moindre et doivent faire avec pour combler leurs besoins. 97 nouveaux cas de Covid-19, dont 14 cas communautaires essentiellement à Dakar et 2 à Touba, dans la capitale. Plusieurs quartiers ont recensé des cas, ont enregistré des cas communautaires, Sacré-Cœur, Bentali, Ouakam, Bel-Air, Parcelles Assainies, mais aussi la banlieue de Dakar. 9 cas graves sont pris en charge, 2714 en tout, dont 1186 guéris. Voici les précisions du directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Advis Walidjouf. On l'écoute. Ce mercredi 20 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1042 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,3%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 83 cas contacts suivis par nos services, 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Sacré-Cœur 2, Bernutali 2, Guédiawaye 2, Touba 2, HLM Grand Yoff 1, Parcelles Assainies 1, Ouakam 1, Bel-Air 1, Keur Massar 1 et enfin Yeumbeul 1. 53 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2714 cas ont été déclarés positifs, dont 1186 guéris, 30 décédés et donc 1497 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.
La majorité des cas positifs enregistrés à Dakar, c'est la raison évoquée par le ministre de l'Intérieur pour justifier la suspension de la délivrance des autorisations spéciales de circuler jusqu'à nouvel ordre. Les contrevenants verront leurs moyens de transport mis en fourrière. Des amendes et sanctions pénales sont également prévues. Les fonds d'appui au secteur du tourisme sont disponibles, mais il s'agit d'un prêt accordé aux acteurs avec de nombreuses facilitations. 260 millions pour Saint-Louis, 76 bénéficiaires sont concernés. Les détails avec Yves Tendeng. C'est une enveloppe de plus de 260 millions de nos francs que bénéficieront les entreprises touristiques hôtelières de la région de Saint-Louis en guise de financement provenant du fonds Covid-19. Une nouvelle qui leur est parvenue lors de cette séance de vidéoconférence présidée par Khadim Anne, adjoint administratif au gouverneur de Saint-Louis. Je dois rappeler que c'est une cérémonie qui a été présidée au niveau national par le ministre en charge du tourisme et des transports aériens. Une cérémonie de vidéoconférence liée par le contexte donc, de Covid-19. À Saint-Louis, donc, tous les acteurs étaient présents à cette rencontre. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une enveloppe de 260 millions, 65 000 francs CFA a été accordée à la région de Saint-Louis. Et c'est un financement qui occupe toute la chaîne de valeur. C'est un acte généreux de la part, en tout cas, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, matérialisé par le ministre en charge du tourisme. Ce sont en tout quelques 76 bénéficiaires qui ont été comptabilisés dans le cadre de ce financement du fonds Covid-19 pour le secteur touristique, renseigne Ousmane John, chef du service régional du pôle Nord du tourisme. Il y a des hôtels, il y a des auberges, il y a des restaurants de tourisme, il y a des guides, il y a des calichés, il y a des artisans, il y a des maisons d'hôtes également qui ont bénéficié en tout cas de ce financement. C'est un financement qui est venu à son heure, d'autant plus que depuis presque 3 mois, rien ne marche pour le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme est le secteur le plus impacté. Je crois que la dernière analyse en date parle de plus de 200 milliards de pertes. Un financement vivement magnifié par le président du syndicat d'initiative de Saint-Louis, Bachir Sissé, par ailleurs directeur d'hôtel, qui plaide pour le remboursement par les acteurs de ce crédit. J'exhorte en tout cas mes collègues à rembourser ce crédit pour permettre effectivement à d'autres de bénéficier de d'autres plans de résilience économique et sociale que l'État a mis en place. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Dans le sud du pays, 11 établissements touristiques de la Casamance naturelle bénéficient de la première tranche du fonds de crédit pour le tourisme à hauteur de 194 millions. Ces crédits à des taux avantageux rassurent les acteurs de la région. Michel Kanfoudi. Près de 194 millions de francs CFA ont été dégagés pour les 3 régions de la Casamance naturelle dans le premier lot du fonds de crédit au secteur du tourisme. Marie-Louise Faye, chef du service régional du tourisme Pôle Sud, a coordonné la visioconférence entre les acteurs du secteur et le ministre du Tourisme et des Transports aériens. Au niveau de Ziguinchor, 149 millions. Au niveau de Kolda, c'est à hauteur de 37 millions. Et au niveau de Sédhiou, il y a un seul réceptif où on a alloué la somme de 8 millions de francs CFA. 6 établissements touristiques de la région de Ziguinchor, 4 de Kolda et un campement de Sédhiou ont bénéficié de la première tranche de crédit, mais toutes les entreprises du secteur sont éligibles selon toujours la régionale du tourisme. Donc ça, ce n'est qu'un premier lot. On est en train de sensibiliser les acteurs avec l'aide des autorités administratives et il y a beaucoup de dossiers concernant le pôle qui sont en instance au niveau central, à savoir au ministère, et ils seront étudiés prochainement avec le comité. Ces gestes de l'État rassurent les opérateurs touristiques qui saluent l'initiative. Augustin Diatta est le président du syndicat d'initiative du tourisme en Casamance. C'est des prêts à des taux avantageux. Ça rassure, ça réconforte et ça encourage tout le monde. Surtout ce moment difficile que tous les acteurs du tourisme traversent, ce moment de Covid-19. Je crois que c'est un bon geste. Nous remercions le gouvernement. Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. 118 millions pour les acteurs touristiques du pôle Saloum qui polarisent les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine pour amoindrir les impacts du Covid-19. La région de Fatick à elle seule rafle 111 millions. Jean-Pierre Ndeki, inspecteur régional du tourisme du pôle,
Sine Saloum avec Ngorsar. Ce qui est demandé pour ce premier prêt, c'est pour couvrir les besoins en fonds de roulement. Donc, quitte pour payer des salaires, pour payer des charges liées à l'eau, l'électricité, d'autres charges fixes. Au niveau de Fatick, seuls 12 dossiers ont été traités pour une enveloppe plus de 111 millions de francs CFA. L'État a prêté de l'argent au maillon le plus faible de la chaîne. Je veux parler des guides. C'est un prêt qui leur est alloué à rembourser. Fatick a 12 dossiers traités, Kaolack 2 qui ont été traités et Kaffrine 1 dossier. Il faut comprendre à Kaffrine, le seul dossier traité, c'est le seul qui a été déposé au niveau national. Mais le processus de traitement des dossiers se poursuit. Et également, nous invitons les gérants d'établissements d'hébergement touristique qui n'ont pas encore déposé de dossier de le faire parce que l'enveloppe est là, c'est pour tout le monde. L'État est disposé à accompagner tous les acteurs. Dans un premier temps en BFR, donc besoin de fonds de roulement, et puis dans une seconde phase pour l'investissement. Les critères sont bien définis pour l'hébergement, pour les restaurants, pour les guides. Le seul maillon pour le moment pour lequel on n'a pas de critères, c'est le secteur de la culture. Mais d'ici peu, le ministère va nous transmettre les critères pour nous permettre d'enrôler les acteurs culturels. L'enveloppe aussi, on défalque le montant de Kaolack et de Kaffrine. L'enveloppe destinée à Fatick est de 111 117 000. 15 000 unités de masques sont en cours de production après une session de formation de 2 jours sur les normes sanitaires de protection avec les maîtres tailleurs du Sénégal qui sont donc accompagnés par les acteurs de la formation professionnelle dans le cadre du programme Développer l'emploi au Sénégal. Correspondance Moussa Tramé. Ils sont en effet 40 maîtres tailleurs de Sédhiou répartis en cohorte de 10 participants à prendre part à une session de renforcement de capacité de 2 jours sur la production des masques de protection contre le Covid-19. 15 000 unités sont attendues, soit une réalisation individuelle de 375 masques par maître tailleur. Cheikh Tidiane Koundou, l'inspecteur de spécialité à l'Académie de Sédhiou et point focal du projet ACEPOP, explique les contours de ce partenariat. Une formation des couturiers de Sédhiou sur la production de masques supervisée par la Fédération nationale des professionnels de l'habillement avec l'appui et le financement de l'Union européenne via le programme Développer l'emploi au Sénégal avec l'AFD et l'ADPME. Dans la lutte contre le Covid-19, les masques sont incontournables. Au niveau local, il faut une production de masques suffisante, venir en aide aux différentes populations. Les artisans sont formés pour réaliser des masques qui sont aux normes sanitaires et aux normes de protection bien requises. Chez les bénéficiaires, l'engagement est sans faille aux côtés de l'État et de ses partenaires. Ibrahima Toumbul Fofana est le président des maîtres tailleurs de Sédhiou. On remercie beaucoup notre partenaire, notre tutelle Fédération nationale des habillements professionnels, FENAP, le président Gora Agne. Nous aussi, on est prêts à contribuer beaucoup sur le développement de Sédhiou, surtout la lutte contre le coronavirus. On doit confectionner 15 000 masques pour remettre ça au gouverneur. Toutes fournitures et matières premières gracieusement remises par les partenaires, chacun des 375 masques produits par maître tailleur sera cédé à 150 francs CFA. Et tout au long de ce processus, rassure-t-on, le respect des gestes barrières sera de rigueur. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Mais la pandémie du coronavirus étouffe la fête de Korité. Elle se fera cette année dans la sobriété et en famille. Pas beaucoup de commandes chez les maîtres tailleurs, pas de nouveaux habits, aucune dépense inutile prévue. C'est dans ce reportage signé José Kadi. Le moment, vraiment, on pense à autre chose au lieu de ça. La situation sanitaire qui prévaut dans le pays est la préoccupation majeure chez ses pères et mères de famille. Une situation qui, du coup, a relégué au second plan les préparatifs de la fête de Korité. Pour ces ménages, rien de spécial n'est prévu pour cette année. La préparation sera différente par rapport aux autres années. En ce qui me concerne, je ne allais donc chercher des habits, etc. pour moi, pour les enfants, etc. Non, cette année, non. Bon, cette année, c'est regrettable. C'est dur pour les pères de famille. C'est pas facile. Il y a une totale différence parce qu'il n'y a pas d'argent à cause de la maladie. Avec une économie aussi difficile ces temps-ci et la cherté de certains produits, les dépenses vont fortement baisser pour que tout puisse se faire dans la sobriété et surtout en famille. Tout est cher, tout est cher. L'économie est en bas. On achetait des habits, on achetait des chaussures, on achetait beaucoup de choses. Mais cette année-ci, il n'y aura pas ça. Ça va se passer dans la sobriété.
là vraiment, parce que le moment ne s'y prête pas. On va dépenser peu par rapport aux autres années. Nous repas de famille seulement, manger ensemble. Un grand changement. Mais l'essentiel, c'est de fêter ça en famille. On reste seulement à la maison. Mais malgré tout ceci, Monsieur Fall, quant à lui, fera tout pour faire plaisir à ses enfants. Pour cela, les enfants, on est musulmans, ça fait partie. Donc il faut que les enfants soient heureux, la famille, ça, c'est notre tradition. Donc on doit le faire avec les moyens de bord. À quelques jours de la Korité, ces ménages ne sont pas dans les préparatifs de cette fête. Une fête qui, pour cette année, va se limiter dans la maison. Le contexte économique et le concept « rester chez vous » oblige. Journée mondiale des abeilles, ce 20 mai, le secteur est délaissé. Le miel est exploité de manière artisanale. Les apiculteurs traditionnels ont des problèmes liés aux codes forestiers et au saccage des ruches par des voleurs. À cela s'ajoutent des récoltes qui n'ont pas été effectuées au mois d'avril à cause du coronavirus. Les apiculteurs se retrouvent donc sans ressources. Le colonel Boubacar Dembélé, à la retraite, attiré par les abeilles depuis plus de 40 ans, alerte. On l'écoute avec Mampiara da Silva. Le Sénégal est un réservoir naturel. Du nord au sud, on a des abeilles partout. Vers Podor, quand on y va, avec les petites forêts de prosopis, il y a plein d'abeilles. En Casamance, n'en parlons pas. Dans le Tambacounda, Kédougou, c'est plein d'abeilles. Alors, les produits de la ruche, le plus exploité au Sénégal, c'est le miel, bien sûr. Mais ce miel-là, il est exploité d'une manière artisanale qui parfois ne respecte aucune norme. Ce qui fait que la qualité s'en ressent. C'est un métier rentable parce que si vous faites réellement de la qualité, la demande est supérieure à l'offre. Les agriculteurs aussi en profitent parce que ça améliore le rendement des cultures. On peut doubler, même faire plus du double des récoltes si on est aidé par les abeilles. Avec la pandémie du Covid-19, est-ce que les récoltes ont pu être faites? Avec actuellement la pandémie, les récoltes n'ont pas été faites. Moi qui vous parle, j'ai quelques ruches d'accord, un peu partout dans le Sénégal. Je ne peux pas faire les récoltes avec le couvre-feu. Les récoltes se font de nuit. Les abeilles sont des abeilles naturelles, donc elles sont agressives. Donc cette année, les apiculteurs, ils sont laissés pour compte, si je peux dire. Parce que là, sans récolte, il n'y a pas d'argent et tous les programmes sont à l'eau. Alors mon colonel, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les difficultés que rencontrent les apiculteurs? Les apiculteurs, surtout traditionnels, rencontrent des difficultés. Quand on prend, par exemple, le code forestier, ça va à l'encontre de l'exploitation de manière artisanale du miel. Parce que les apiculteurs traditionnels qui m'ont raconté que, arrivés au poste des eaux et forêts, eux, ils appliquent la loi. Alors, on leur demande quelque chose qui est plus cher que le produit de leur vente. Alors, de sorte que ça ne les encourage pas. Ils abandonnent. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, les gens qui sont organisés, qui font des ruches un peu dans la forêt, parce qu'il faut les mettre dans la forêt, sont victimes de vandales qui viennent saccager les ruches en les brûlant pour soi-disant trouver du miel. La plupart du temps, ils trouvent rien. Et la plupart du temps aussi, ils mettent le feu à la brousse. Ensuite, les gens que j'ai formés ici au Sénégal, rien qu'à Dakar, leur difficulté, c'est de trouver un endroit sécurisé pour implanter les ruches. Nous étions avec le colonel Boubacar Dembélé, colonel donc à la retraite, expert en apiculture tropicale et responsable des ruchers du Cayor. Il est 18h passé de 20 minutes. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Madame Fatou Soussar, sociologue, directrice de l'Institut du genre et de la famille. On l'écoute avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Fatou Soussar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut du genre et de la famille. Alors, les conducteurs de moto ont manifesté hier à Tambacounda. Au même moment, les chauffeurs menacent de rouvrir certaines gares routières. Comment peut-on expliquer ces manifestations? Il faut d'abord rappeler qu'à Tambacounda, le ministre Kaba avait en 2018 investi pour aider beaucoup de jeunes à intégrer ce secteur de transport par les motos Jakarta. C'était dans une région assez pauvre, il n'y a pas beaucoup d'activités comme beaucoup d'autres régions. Les motos Jakarta constituaient une opportunité pour beaucoup de jeunes sans qualification de trouver rapidement de l'emploi. Mais en même temps aussi, il y a une demande d'une population qui ne dispose pas de possibilités de transport comme on le trouve dans d'autres zones comme Dakar. Donc c'est le problème de survie. Les gens ont besoin de trouver des ressources pour leur famille. Donc on peut comprendre l'attitude des jeunes qui sont dans ce secteur d'activité, mais tout en acceptant aussi que le Covid, c'est la circulation et que les Jakarta
comme d'autres secteurs dans la circulation, doivent aussi être gérés. Nous avons vu que le cas de Sédhiou à Louga, cette personne qui a pu traverser beaucoup de régions et qui, à la fin, était une personne contaminée. Mais le plus important, c'est de voir aussi dans cette contestation sourde, passive au départ, nous le disions, on risque d'aller vers des contestations beaucoup plus élevées parce que les populations sont face à des problèmes de survie. Mais deuxièmement, c'est aussi la manière dont politiquement on gère cette question. Parfois, les populations dans certaines localités voient qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Ils voient que des personnes disposent de moyens de circuler sans qu'on leur explique clairement pourquoi. C'est juste une élite qui a la possibilité d'avoir des autorisations. C'est comme ça que beaucoup l'ont perçu. Et il faut aussi voir la contradiction dans les décisions prises. Un jour, on vous dit qu'on accepte que les gens sortent pour aller dans leur famille pour la Korité. Et le lendemain, on vous dit qu'on a arrêté. Et il y a un besoin d'expliquer aux populations davantage, à mon avis, quelles sont les raisons qui les motivent et d'essayer de les convaincre. Et il faut aller vers des rapports de communication ou essayer de convaincre plutôt que d'imposer des décisions qui peut-être peuvent être tout à fait justifiées, mais mal comprises par les populations. Et donc, là, on est face à une contradiction, un problème entre vivre ou se confiner et mourir de faim, pas exactement, mais en tout cas vivre sans revenu ou aller trouver des moyens pour sa propre survie. Dans tous les 2 cas, on est dans des luttes de survie face au Covid ou face aux besoins de prendre en charge sa propre famille. Alors, aujourd'hui donc, l'État du Sénégal doit aller au-delà de ces mesures d'assouplissement. Mais non, mais l'État avait assoupli, mais après est revenu sur l'assouplissement. Parce que le ministre a pris la décision que même les permis de circulation, que plus personne ne va sortir, mais il l'a dit dans les zones de Dakar, de Thiès, etc. Maintenant, il faudrait peut-être regarder le cas par cas, la situation des régions, là où il y a moins de Covid. On ne peut pas gérer toutes les régions de la même manière. L'axe Dakar-Touba, qui est manifestement l'axe la plus concernée, on ne peut pas gérer le confinement de la même manière avec toutes les régions. D'ailleurs, le président me disait qu'il y a 22 départements qui ne sont pas concernés. Il faudrait peut-être avoir des mesures différentes et spécifiques selon les situations. Alors, aujourd'hui, comment l'État du Sénégal doit s'y prendre pour étouffer ces velléités de contestation? Les contestations, on ne peut pas les étouffer parce que ce que nous observons, il y a des contestations passives, mais qui risquent d'être violentes si on y prend garde. C'est le secteur majoritaire. On vous dit que le secteur informel, c'est 97% des emplois au Sénégal aujourd'hui. Donc, ce sont les commerçants, ce sont les motos Jakarta. C'est ça, c'est les ambulants. C'est ça, ces secteurs qui sont les secteurs de survie aujourd'hui. Il y a une nécessité d'aller s'asseoir avec ces groupes-là et de discuter ensemble avec eux pour trouver ensemble la solution face au problème. On ne peut pas régler le problème uniquement à partir des ministères, à mon avis. Les Sénégalais, c'est des gens aussi sensés. Ces secteurs surtout que c'est une localité, au niveau des localités régionales, le groupe est plus facile à maîtriser. Donc, les responsables politiques de ces localités ou administratifs plutôt, doivent aussi aller à la rencontre de ces personnes, avoir des séances de travail et ensemble trouver une solution. C'est sûr que les solutions top-down ne marchent pas, parce que souvent, il n'y a pas la compréhension et il n'y a pas l'accompagnement aussi. Ces personnes, pendant combien de temps ils vont rester sans outils de travail pour gagner leur vie? C'est ça la grande contradiction. Fatou Sow Sarr, je vous remercie. Je vous en prie, merci beaucoup.
Bonjour. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr a remis hier mardi au gouverneur de région des chèques d'une valeur globale de 3,7 milliards de francs CFA destinés aux acteurs du secteur touristique. Objectif, les soulager face à la crise liée au Covid-19. Le président du syndicat d'initiative des régions de Thiès et de Diourbel approuve. Boubacar Sabali salue également la souplesse de ce financement, dont le taux d'intérêt est de 2 à 3%. Il est interrogé par Birame Ndiaye. En fait, c'est un décaissement partiel d'abord qu'il faut préciser. On continue à étudier les dossiers. Donc, c'est le premier volet du financement. C'est le financement d'abord que nous avions salué à l'époque, parce que c'est le chef de l'État, après avoir pris certaines mesures sauvegarde par rapport au Covid-19, avait décidé de mettre une ligne de crédit à disposition du secteur du tourisme de montant de 15 milliards. Et il s'agit du premier décaissement de ce crédit de 15 milliards que nous avions à l'époque salué à sa juste valeur. Il faut rappeler d'abord que c'est un crédit, ce n'est pas un don, ce n'est pas une subvention. Il s'agit de permettre aux entreprises du secteur du tourisme, tous les acteurs de la chaîne de valeur, de pouvoir d'abord assurer le paiement des salaires, comme l'avait indiqué le président de la République par ordonnance. Sans ce soutien, sans ce dispositif, il est très clair que certains réceptifs allaient avoir énormément de problèmes pour pouvoir assurer le paiement des salaires, ne serait-ce que du mois d'avril. Donc, disons que c'est arrivé à son heure, autrement, ça allait être très compliqué pour les travailleurs. Mais c'est des mesures exceptionnelles en période de crise. D'abord, encore une fois, que le secteur privé a salué, 3,5% de taux d'intérêt, avec un différé de 2 ans. Un paiement sur 8 ans, c'est assurément exceptionnel comme nature de crédit et nous ne pouvons que saluer un tel dispositif. C'est un dispositif qui nous permet en tout cas de pouvoir souffler en attendant, en espérant que cette pandémie va s'estomper dans les jours, voire les mois à venir. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 19 mai sur une hausse de 0,10% de l'indice BRVM10. L'indice BRVMC a également fait un bond de 0,8%. La valeur des transactions est de 87 822 115 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 3 946 427 139 561 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 972 913 299 820 francs CFA. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. Le rappel des titres, la France acte la fin du franc CFA en faveur de l'éco, la nouvelle monnaie de l'UMOA qui doit entrer en vigueur en 2020. Le gouvernement français a adopté donc le projet de loi ce 2020 lors de son conseil des ministres. Trame familiale à Boucotte, Ziguinchor, un homme âgé de 22 ans a mortellement poignardé son demi-frère, le présumé meurtrier en fuite et activement recherché par la police. Affrontement entre conducteurs de moto-taxi Jakarta et forces de l'ordre à Tambacounda, à Thiès. Le bureau de la Fédération nationale appelle au calme et à la concertation dans la gestion de cette pandémie qui affecte des milliers de pères de famille. À Tamba, des chauffeurs menacent d'ouvrir à nouveau les gares routières pour des problèmes de survie. La contestation risque de prendre de grandes proportions. À Dakar, l'activité reprend timidement après l'assouplissement des restrictions dans le transport urbain. Le Sénégal est à 2714 cas, dont 1186 guéris, avec 14 cas communautaires déclarés ce jour sur 96 nouveaux cas de Covid-19. Journée mondiale des abeilles ce 20 mai. En secteur mal exploité, les apiculteurs ont beaucoup de difficultés liées aux côtes forestiers et au saccage des ruches par des voleurs. Info Éco avec Rapsa Elimanouane à mi-fond à cette édition mise en onde par Hassan Thioune à la présentation des Khady Diop. Merci d'avoir suivi.